Cette émission est une présentation de Vigile.Québec. Les révélations ont un nom. Vigile.Québec. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à une autre édition de l'émission Point de bascule. Nous sommes le mercredi 7 mars et 2018, il faut le préciser bien sûr. Nous avons encore une fois cette semaine, Alexandre et moi, une émission qui est suffisamment riche en sujets pour vous intéresser certainement. Alors, enfin, certainement, vous verrez. On va pas présumer de ça, mais chose certaine, c'est qu'il y a de la matière, encore une fois. Ce soir, Richard, on a décidé de prendre des questions de la part du public, oui. N'est-ce pas? Donc, vous pouvez, si jamais vous avez une question au courant du premier segment sur le national, Québec-Canada, vous pouvez poser une question et en régie, on nous transmettra la question pour laquelle on pourra répondre au courant de la soirée. Immédiatement, Richard, on peut commencer sur ce qui se passe avec le Bloc. Hein? Oui. La crise au Bloc québécois. Duceppe a appelé au départ de Martine Ouellette. Donc on sait que, je rappelle les faits, il y a 7 députés démissionnaires sur 10 députés siégeant à Ottawa, au Parlement d'Ottawa. Alors, l'ancien chef du parti du Bloc québécois a appelé à la démission de Martine Ouellette. Le Bureau national du Bloc a donné son appui à Mme Ouellette. Il y a des gens qui ont commencé au Bloc québécois à demander un vote de confiance anticipé, parce qu'il y en a un qui est censé se tenir en mai prochain. Il y a des gens qui veulent que ça se tienne plus tôt pour finalement voir si on peut pas résoudre la crise actuelle. Et là, on a appris aujourd'hui, en fait, que la présidente de l'exécutif de Chicoutimi appelle à la démission de Martine Ouellette et affirme qu'elle, finalement, ne trouvera pas de candidat pour le Bloc québécois parce qu'il est censé avoir une élection partielle, là, bientôt. Donc, on voit qu'il y a quand même une forme de... Flottement. Ouais, une sorte de flottement. Les députés démissionnaires ont annoncé le fait qu'ils pensaient peut-être créer une autre formation politique. Parce qu'évidemment, eux, ils n'ont pas accès au budget du Bloc, hein, actuellement. Ouais. On se rappelle que il vient d'avoir le congrès du Bloc québécois. Les budgets ont été largement centralisés vers le national et les députés démissionnaires se retrouvent un peu coincés. Là. Oui, d'ailleurs, j'ai l'impression que leur putsch a un petit peu raté. Ouais. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un putsch. Hein? On a voulu, là, littéralement, se débarrasser de Martine Ouellette. Et ils ont pensé que le fait d'agir en bloc, c'est le cas de le dire, comme ils l'ont fait, allait leur assurer, les assurer du départ de Martine Ouellette. Elle tient bon. Ouais. Elle tient solide. Et quant à moi, strictement sur le plan, je me prononcerai pas sur le mérite de son opposition ou de sa position à elle. De sa position à elle, mais strictement sur le plan stratégique, je constate qu'elle est en excellente posture. Oui, tout à fait. Parce que c'est elle qui a le contrôle encore du parti. Et en fait, les députés, s'ils se retrouvent tout seuls, sans structure de parti, en créer une pour les prochaines élections, ça vient vite. Et ils auront certainement pas ce qu'il faut pour le faire. Et en même temps, il faut qu'ils comprennent que si ils maintiennent la position qu'ils ont, c'en est fini finalement. En tout cas, pour eux, de leur carrière un peu politique. De leur carrière politique. Ouais. Et c'en est même probablement fini du Bloc aussi, parce que le Bloc n'arriverait pas même avec Martine Ouellette, là, n'arriverait pas à générer suffisamment de soutien pour être capable d'offrir une option crédible à l'électorat. Donc, ouais. Ça dépend un peu de ce qui se passe en mai, s'il va y avoir un vote de bien confiance sûr. en sa faveur. Mais si ça se rend jusque-là,
Et je pense quand même que il y a quelqu'un quelque part qui va se rendre compte que c'est allé trop loin et que ça n'a pas produit certainement pas l'effet escompté sur Martine Ouellette. Ça ne l'a pas décontenancée, ça ne l'a pas déstabilisée. Ouais. Elle est restée ferme. Et puis, qu'est-ce que tu veux? C'est elle qui est en contrôle du parti. Oui, finalement, c'est les membres qui l'ont élu. On se rappelle quand même, d'ailleurs, il faut revenir un peu dans le temps pour bien comprendre, je pense, ce qui se passe. Tout ça est un résultat de la vague orange de 2011, c'est-à-dire que finalement, il y a eu un changement majeur au sein du Bloc québécois suite à la volée qu'ils ont reçue en 2011, avec l'arrivée de Jack Layton qui a raflé d'innombrables comtés au Québec. Et il y a eu une course à la direction du Bloc québécois à la suite du départ de Gilles Duceppe, et c'est Mario Beaulieu qui a pris la direction du Bloc. Mario Beaulieu, qui était le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est arrivé au Bloc québécois avec plusieurs membres d'Option nationale, il faut le rappeler, et en voyant que finalement ça décollait pas dans les sondages, il a rappelé Gilles Duceppe pour faire la dernière campagne fédérale. Et finalement, Gilles Duceppe a été lui-même battu dans son propre comté. Il y a eu une autre course à la chefferie pour le Bloc québécois et Martine Ouellette n'avait pas d'opposant. Elle a été élue... plébiscitée. Oui, exactement, plébiscitée. Et on rappellera que finalement, les gens qui sont proches de Madame Ouellette et de Monsieur Beaulieu, ce sont les gens qui étaient à l'intérieur d'Option nationale il y a pas si longtemps. Et on se rappellera qu'Option nationale vient de fusionner avec Québec solidaire. Donc, il faut se poser des questions aussi, de savoir si à l'interne, tout ça ne révèle pas une espèce de crise au sein du Bloc québécois entre des gens qui seraient plus proches d'Option nationale et peut-être même de Québec solidaire et d'autres qui seraient, disons, plus liés à l'establishment traditionnel du Parti québécois et des forces souverainistes. On peut penser finalement... de manière souterraine, c'est ce qui se passe. C'est que la crise, c'est pas seulement ce qu'on nous dit dans les médias, c'est pas seulement une crise de personnalité, c'est pas seulement une crise de stratégie. On nous dit que Martine Ouellette ne veut que parler d'indépendance et les démissionnaires ne veulent parler que des intérêts du Québec. Évidemment, ça s'oppose pas. Non, j'allais le dire. Et finalement, il faut être bien comprendre que le schisme, entre guillemets, parce que c'est un bien grand mot pour décrire l'opposition. Finalement, quand on y regarde, il y a pas tant de choses que ça qui les séparent. Non, exact. Sinon, le fait que les députés n'acceptent pas le leadership de Martine Ouellette. Ouais. C'est tout. Ouais. Et puis, malheureusement, le problème pour les députés, c'est qu'ils ont une légitimité dans leur comté, auprès de leur électorat. Oui, c'est sûr. Mais la légitimité du parti, ils l'ont perdu en quittant. Oui, tout à fait. Alors, ils ont plus de légitimité dans le parti. Exact. C'est une situation quand même assez exceptionnelle. Et puis, ils se sont pas rendus compte de la vulnérabilité dans laquelle ils se retrouvaient en posant ce geste, si il fallait que Martine Ouellette s'accroche. Ils n'avaient pas du tout compté qu'elle s'accrocherait. Au contraire, ils étaient convaincus qu'elle lâcherait. Et puis, là, ils se retrouvent gros gens comme devant, là. Ouais. Et leur seul, leur seule porte de sortie, c'est le fait que les exécutifs de comté se retournent contre la chef Martine Ouellette et demandent un vote de confiance anticipé. Je pense que les statuts du Bloc exigent qu'il y ait 25 exécutifs de comté qui demandent un vote anticipé pour que ça soit le cas. C'est à peu près leur seule porte de sortie. Donc, j'imagine que là, il y a du grenouillage à l'intérieur du Bloc pour faire pression sur tel président d'exécutif, etc. Il faut comprendre que les 7 qui sont partis, comme tu le signales, il y a 25 comtés là, qui sont touchés. Il y a 25 membres Alors, dans le... Ça prend 25 comtés. Ouais. Ça prend 25 comtés. Les 7, à eux seuls, même en mobilisant leurs propres troupes, ils sont pas du tout assurés de peser suffisamment lourd dans la balance pour faire bouger Martine Ouellette. Et je pense qu'au fond, si on fait une petite analyse de ce qui se passe,
Certes, il y a une crise de leadership avec Martine Ouellette. Je pense que la personne qui est vraiment visée, c'est le président du parti, Mario Beaulieu, qui, on le sait, a des grands talents d'organisateur, qui a un peu pris la mainmise sur le parti. Et je pense que les crispations dataient de cette époque-là, et on est un peu dans la continuité des conséquences de la vague orange. D'ailleurs, il y a eu des sondages cette semaine, Oui. Richard, et notre cher Justin Trudeau, Pee-wee Trudeau, est passé en 2e place. Oui, ça y est, le Parti conservateur a repris le dessus avec 38%, je pense. Exact. Contre 32 pour... Ouais. C'est toute une chute pour Trudeau, là. Oui, tout à fait. Toute une chute. Et évidemment, ces frasques en Inde l'ont certainement pas aidé. Non, pas du tout. Mais il faut rajouter à ça aussi sa contre-performance dans le dossier du libre-échange. Là. Il est vraiment perdu. Tout à fait. Et ces jours derniers, là, il y a eu une entrevue qu'il a donnée au réseau anglais Global, là, dans lequel il bafouillait littéralement, là, incapable d'expliquer la position du Canada. La position du Canada, la situation face à l'intention exprimée par le président américain d'imposer des tarifs sur l'acier et l'aluminium, mais ça fait dur, là. Ah oui. Comme on se disait un peu avant le début de l'émission, Trudeau aurait été probablement plus à l'aise avec la présidence d'Obama. On dirait qu'il est tombé dans la mauvaise époque. Ouais. C'est-à-dire qu'il a en face de lui un président protectionniste, plutôt nationaliste, qui veut renégocier les traités. Et lui, il est pas là pour ça. Il est là pour faire des photos devant les caméras. Il est pas là pour faire de la vraie politique. Alexandre, il y a quelque chose qui est très important de comprendre. C'est que... Je t'écoute. Mais il faut savoir que les États-Unis, à l'heure actuelle, là, sont dans une situation économique difficile. Oui. Ils sont lourdement endettés. Mm-hmm. Ils ont fait un pari en 1985 qui s'est révélé un mauvais pari. Mm-hmm. Ils ont pensé qu'ils arriveraient à continuer à créer de la richesse en misant sur le secteur des services financiers, parce que la spéculation financière. Ils se retiraient du secteur manufacturier, n'étant plus compétitifs. Ouais. Alors, d'où la vague de délocalisation, d'où la perte d'emplois dans le secteur manufacturier. Et ces emplois-là... Dans la Chine, notamment. C'est ça. Et ces emplois-là, c'était c'était, si tu veux, le terreau de la classe moyenne américaine. Bien Alors, sûr. La classe moyenne, depuis 1985, américaine, a littéralement fondu au soleil. Exact. Alors, qu'il s'agisse d'Obama ou de n'importe qui, le problème pour les États-Unis à l'heure actuelle, il faut comprendre, il est le même. Et la renégociation de l'ALENA, ce serait faite. Peut-être pas dans le même climat non. Comment dirais-je, de menaces et de chantage comme le fait Peut-être Trump. pas dans le même style. Peut-être pas dans le même style, mais ça serait fait. Et puis, les mêmes intérêts se seraient affrontés. Il y a une continuité malgré tout dans la politique américaine, là. Oui, bien sûr. Et puis la continuité, c'est celle des intérêts. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais on digresse un peu sur la question des États-Unis, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais Obama avait déjà lui-même, en campagne électorale, parlé de renégocier l'ALENA. Oui. Moi, quand j'ai entendu Trump dire on va renégocier l'ALENA, je me suis dit, encore une fois, on a affaire à des politiciens américains qui veulent finalement se faire du capital politique sur l'ALENA, et ça se fera pas. Eh ben non, là, Trump, s'il y a quelque chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il applique quand même son programme. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il dit. Bon, on reviendra peut-être plus tard sur les États-Unis. Pour le Canada, là, il faut comprendre que la situation, oui. Elle est catastrophique. Oui. Alors là, il y a une annonce aujourd'hui. Du côté américain? Du côté américain, disant que probablement que Non, pas probablement. La taxe... que le tarif... Le tarif. Il était possible que le Canada et le Mexique échappent au tarif. Exact. OK, mais l'annonce va être faite demain. Oui. OK. Moi, je pense que pour des raisons stratégiques de négociation, Trump va maintenir la pression parce qu'il veut obtenir des concessions importantes de la part du Canada dans le cadre de la renégociation. Et c'est en particulier ce qu'il vise, c'est la disparition des programmes de gestion de l'offre. Exact. Dans le milieu agricole. Dans le milieu agricole. Ouais. Et alors, quand tu regardes la carte
des États-Unis et puis que tu regardes dans quels États il a été élu. Ils sont contrôlés, comment dirais-je... ont voté pour lui? Non, oui, ont voté pour lui, mais en même temps, où est concentrée l'industrie laitière américaine et les concurrents du Canada, tu te rends compte que c'est dans le Wisconsin. OK? Et Wisconsin, c'est juste dans la frontière américaine. Bien sûr. OK? Des fermes laitières, là, puis des grosses. OK? Alors, ce sont ces intérêts-là que Trump cherche dont il cherche à gagner la sympathie pour les prochaines élections, parce que lui, il est déjà dans les prochaines élections. Bien sûr. OK? Alors, il y a les élections de mi-mandat. Il y a les élections de mi-mandat, mais il y a les présidentielles. Il est déjà en train de les préparer, lui. Bien sûr. OK? Bien sûr. Les États-Unis, de toute manière, sont toujours un peu... Toujours en élection. On connaît ça. Alors, et puis, Trump, s'il y a une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est he's got his eye on the ball, comme on dit aux États-Unis. Oui, bien sûr. Lui, il tient à son bout de gras, il l'a, puis il le lâchera pas. Oui, tout à fait. OK? Un pitbull. Oui, d'ailleurs, les agriculteurs du Québec sont quand même assez inquiets de ça, de leur négociation, du fait d'avoir abandonné la gestion de l'offre. On rappellera que je fais une petite parenthèse, Richard, on rappellera que c'est ce qui a fait perdre Maxime Bernier à la direction du Parti conservateur du Canada. Ouais. C'est que sa position, c'était une position intransigeante pour, finalement, abolir la gestion de l'offre, et c'est la Beauce. C'est les agriculteurs de Beauce qui ont pris des cartes du Parti conservateur et qui ont voté contre lui, alors que lui-même provient finalement de cette région et pensait avoir l'appui de la Beauce là-dedans. C'est cette position-là qui l'a fait perdre. Les agriculteurs du Québec sont pas du tout avis de ça. Mais la position de Maxime Bernier était strictement idéologique. Exactement. OK? Exactement. Alors, il n'a pas compris que l'idéologie, là, ça fait pas... Ça a une limite. Ça a une limite. Et les programmes de gestion de l'offre, il faut se souvenir qu'il y en a dans le lait. Oui. OK? Tous les produits laitiers. Oui, exact. OK? La volaille, les œufs. Les céréales aussi. Certaines céréales, oui. Puis également les pommes de terre. Hein? Alors, tu sais, évidemment, au Québec, on cultive pas les pommes de terre, mais pour nous, la gestion de l'offre dans les pommes de terre, ça ne nous affecte pas trop. Non, mais au Nouveau-Brunswick, puis... oui. Hein, mais nous, c'est plus l'industrie laitière, alors. C'est ça. Ouais. Nous, c'est la volaille, les œufs, le lait. Ouais. Donc, on va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Hein. D'ailleurs, moi, je trouve ça quand même un peu décourageant. Je vais être très honnête avec toi, Richard, de voir encore une fois que c'est le Québec qui apporte un appui au Parti libéral du Canada. C'est-à-dire, avec le sondage qu'on a vu, certes, les conservateurs sont passés devant les libéraux, mais au Québec, le Parti libéral est encore à 42% d'intention de vote. C'est incroyable. Et au fond, on peut se dire que c'est un effet vraiment, premièrement, de l'effondrement du bloc, et deuxièmement, une espèce de, je dirais, une schizophrénie politique des Québécois qui sont pris... C'est quand même le fédéralisme qui fait ça, parce qu'au final, les Québécois sont obligés de voter pour le Parti libéral, qui est traditionnellement le Parti des Canadiens français, si on peut dire, alors que le Parti conservateur est vu comme le Parti de l'Ouest, le Parti de l'Alberta. Et au final, les Canadiens français, les Québécois se retrouvent dans une drôle de situation où ils votent, entre guillemets, pour un des leurs. Je dis bien, entre guillemets, parce que Justin Trudeau, c'est plutôt un anglophone. Juste quand il s'exprime en français, on s'en rend compte. Français est un peu sa seconde langue. Et finalement, ils se sentent obligés de voter pour le Parti libéral qui ne défend pas réellement les intérêts. Et même, je vais aller plus loin, je pense que les Québécois n'associent pas Trudeau à ses politiques. Ils le voient comme une espèce de star de cinéma et ils ne comprennent pas que les dépenses publiques, les programmes d'immigration massive, le multiculturalisme radical ne sont pas liés directement à sa personne. C'est comme s'il y avait une disjonction entre lui et les intentions de vote. Quant à moi, là, je t'avouerai que mon analyse est plus pragmatique que la sienne. Ah ben, je pense que les Québécois, ils regardent tout simplement l'offre. Ouais. OK? Puis, ils ont un bloc qui s'effondre, un NPD auquel ils s'identifient pas du tout. Non, c'est le moins qu'on peut dire. Un parti conservateur auquel ils sont réticents historiquement. Oui, exact. Et finalement, ne reste que le Parti libéral, auquel ils sont historiquement
Lié. Attaché, lié. Ouais, ben oui. Okay. C'est un peu ce que je disais. Alors, c'est un peu pitoyable, en fait. Alors, tu sais, le vote n'est pas tellement un vote pour Trudeau, mais contre tous les autres. Oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est dommage, hein, parce que je lisais il y a quelque temps que finalement, cet effondrement de Justin Trudeau, c'était un boulevard pour le Bloc québécois qui aurait pu incarner une opposition forte au multiculturalisme de Trudeau, à ses programmes d'immigration, etc. Malheureusement, le Bloc n'est pas capable de capitaliser là-dessus sur le plan politique, voire même là... sur la question de l'immigration, par exemple, à cause de la présence dans ses rangs de beaucoup de multiculturalistes oui. Québec solidaire, qu'est-ce que tu veux? Il est coincé. Il est coincé? Oui, c'est dommage, parce que ça demanderait un peu de virilité politique, et je pense que ça serait très payant. Je pense personnellement que ça serait très payant. D'ailleurs, en parlant de virilité politique, on a Couillard qui était en France, avec une superbe conférence de presse avec... tu parlais de sondage. Il faudrait quand même rappeler, ou en tout cas parler des chiffres du dernier sondage au Québec. Ah oui, bien sûr. Où le Parti libéral est tombé à 18% de soutien seulement chez les francophones. Tout à fait. Ouh là là. Ouais. Alors là, c'est la fin. Et évidemment, il s'en va en France pour essayer de récupérer. Mais il n'est pas crédible. Non, il est aucunement crédible. et d'ailleurs, il faut regarder que Macron ne l'a pas aidé. Non. Parce que Macron est allé faire une déclaration stupide sur l'usage de son droit de parler anglais quand il est invité sur une tribune, alors que nous, on a eu un débat sur la question. Oui. Et Macron ne sait même pas quelle est la différence entre le bilinguisme personnel et le bilinguisme institutionnel. Exact. Quand il est le président de la France, il agit en français. Oui. Si sur le plan personnel, lui, il veut, dans ses discussions, des conversations qu'il a avec Merkel, avec le président américain, il veut employer l'anglais. Avec Theresa May. Derrière les portes closes, oui, bien sûr. Qu'il le fasse. Oui. OK? Mais, publiquement, quand la France parle, ça doit être en français. C'est une évidence. Mais il a été plus loin que dire ça, simplement ça. Il a dit que parler anglais favorisait la francophonie. C'est de la folie, là. Complètement. Est-ce que parler l'espagnol, ça aide l'hébreu? Non, mais je veux dire, à un moment donné, ça devient un peu n'importe quoi. Et Couillard, qui, dans la même conférence de presse, a associé la CAQ au Parti populiste européen. Alors, c'est assez rigolo parce que quand on connaît vraiment les positions de la CAQ, on se rend compte que, premièrement, ce sont des positions nationalistes extrêmement molles. Quand on écoute Legault, on se rend compte que finalement, il essaie de demeurer dans une espèce de consensus social-démocrate, libéral, québécois. Oui, c'est une espèce de parti libéral épuré de la corruption et des casseroles que traîne le PLQ. Ouais, que traînent les libéraux. Finalement, le même parti depuis Jean Charest. Hein. Couillard, c'est la continuité de Jean Charest. Mais c'est une continuité qui va se faire sans Jean-Marc Fournier. Ah, exact. Ça, c'est le mercenaire Jean-Marc Fournier. Bon. Qui est quand même... J'ai lu, d'ailleurs. Il vient d'annoncer là qu'il se retirait. Exactement. Qu'il se représenterait pas. Bon. Et j'ai lu dans Le Devoir un article extrêmement intéressant où on rappelait que Jean-Marc Fournier est arrivé en politique en dénonçant la Constitution de 1982, en étant extrêmement critique de la position constitutionnelle du Canada et en disant il faut absolument que le Québec redégocie, qu'il y ait une reconnaissance du Québec. Donc, très affirmatif, un espèce de fédéraliste nationaliste. Et c'est toujours drôle de voir ces types-là, 20, 30 ans plus tard, voir comment leur position de faiblesse absolue. Écoute, tu veux avoir la réponse? Elle est dans les chiffres de soutien qu'obtenait le Parti libéral chez les francophones à cette époque-là. Et puis, comment il a évolué? Tu n'as qu'à regarder les chiffres de soutien. Alors, il est devenu captif du vote anglophone. D'ailleurs, il s'est présenté à un moment donné dans un comté anglophone. Moi, je pense que c'est le Saint-Laurent ou quelque chose Saint-Laurent. C'est encore le député de Saint-Laurent. Bon, alors, imagine. Allô anglo. Tu sais, il est pris, là. Ah, tout à fait. Et le Parti libéral fait totalement cette lecture-là des choses, puisqu'on a même eu, je ne sais pas si tu as vu ça, Richard, Hélène David. Ouais. Donc, ancienne ministre de la Culture, je crois,
et sœur de Françoise David, qui s'est attaquée aux propositions natalistes de la CAQ. Oui. En disant que c'était une attaque sur les femmes et qu'au nom du féminisme du 21e siècle, on devait s'y opposer. Alors, on voit tout de suite que la logique du Parti libéral du Québec, hein, c'est-à-dire le Parti libéral dénonce systématiquement des positions natalistes fort raisonnables, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que propose la CAQ, c'est des crédits d'impôt pour le 3e enfant. On est loin d'avoir de la revanche des berceaux, là. Vraiment, on est loin de ça. Et parallèlement à ça, le Parti libéral veut augmenter l'immigration. C'est-à-dire qu'on est quand même face à un parti. Oui, parce qu'à Paris, il est allé encore d'un appel à l'immigration. Exactement. Écoute. Exactement. En disant qu'il fallait augmenter il maintient, tu sais, on dirait qu'il est complètement sourd. Oui. À sa propre population. Oui. À sa propre population qui lui dit, attention, l'immigration, mollo. Oui, oui. OK? Alors, il n'est pas capable de mettre de bémol sur sa propre idéologie. Incapable. Ouais. Incapable. Mais c'est ce qui, je l'espère sincèrement, j'espère que c'est ce qui va perdre le Parti libéral. À force de se faire dire qu'il faut pas que les Québécois fassent d'enfants, faire venir des immigrants, là on a la démonstration, comment je dirais, en 2 positions à 2 jours d'intervalle, de la logique démographique du Parti libéral du Québec. Ouais. Et c'est assez limpide. Donc, il va peut-être falloir se réveiller un peu là-dessus, hein. Arrêter de voter pour les libéraux. Je sais que c'est pas beaucoup les francophones, c'est certainement les auditeurs de Point de bascule, je pense pas. qui votent libéral, mais en tout cas, on lance un appel quand même une forme de réalisme électoral. Mais on invite les auditeurs de Point de bascule à alerter le monde autour d'eux. Bien sûr. Hein, parce qu'ils ont certainement des gens dans leur famille, etc. Oui, oui. Et puis bon, il faut quand même, à un moment donné, là, se ressaisir collectivement. Oui, tout à fait. Parce que les statistiques là, de démographie sont pas roses du tout. Absolument pas. Non, absolument pas. Bon, on a déjà eu parlé. L'occasion d'en discuter. Des études démographiques affolantes. Tu sais, il faut être conscient, 2035, là, ouais. En termes d'histoire, là, c'est demain matin. Oui. Et il faut que tu rappelles, peut-être aux téléspectateurs, qu'est-ce que c'est, oui? Oui, c'est la fameuse étude de Grégoire Bergeron, là, exactement. Qu'on avait diffusée l'automne dernier. Exactement. Et qui montre de façon on ne peut plus claire que les Québécois francophones ne seront plus majoritaires à compter de 2035. Exactement. Donc, un vrai déclin démographique. Et ça, c'est un déclin qui est accéléré, évidemment, par, d'une part, la baisse de natalité. Ouais. Et d'autre part, par l'arrivée d'une immigration qui devient massive. Là. Et les projections de M. Bergeron, ce sont des projections qui calculent que le taux d'immigration va rester le même, que le volume d'immigration va rester le même. Alors, le Parti libéral nous promet quand même de l'augmenter. Donc, ça sera encore plus rapide. D'ailleurs, à ce niveau-là, on peut quand même se dire qu'il y aura... c'est malheureux. Moi, je trouve ça malheureux qu'il n'y ait pas un débat plus vaste qui se fasse sur la question pour les prochaines élections en 2018. Espérons que le sujet de l'immigration va quand même prendre un petit peu de place parce que c'est quelque chose qui mérite d'être débattu. Espérons que les partis nationalistes aient le courage de le faire, et le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec. Pour ce qui est de Québec solidaire, on s'en doute, ils sont dans un peu la même logique multiculturaliste que le Parti libéral. Hein, ils se distinguent pas beaucoup à ce niveau-là. Et on a eu droit à une scène un peu particulière. Ouais. Où, en conférence de presse, Manon Massé a physiquement repoussé Gabriel Nadeau-Dubois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Manon Massé était prête à céder une certaine place à Gabriel Nadeau-Dubois dans l'espoir de voir le soutien à Québec solidaire augmenter avec son arrivée. Déjà, ça fait quelques mois que Gabriel Nadeau-Dubois est là. Il a même eu l'occasion d'être mis en vedette pendant un certain temps, et puis les résultats sont pas là. Alors, le Québec solidaire n'a fait aucun progrès avec l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois. Non, stagne à 9% stagne à 9%. Et donc, Manon Massé dit « Hey, le jeune, tasse-toi. » Exact. Hein? C'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est elle qui va
postuler pour le poste de premier ministre en 2018. Alors, ça craint. Oui, exactement. Et une candidate du Parti québécois, Madame Jennifer Drouin, qui va d'ailleurs affronter Manon Massé dans son comté, a demandé la démission d'une attachée politique de Québec solidaire qui avait traité le Parti québécois de parti de mononcle raciste. Alors c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit la vision que les gens à l'interne de Québec solidaire ont des membres du Parti québécois. Hein. Un vieux parti, finalement... De mononcle raciste. De mononcle raciste, hein, de vieux Canadiens français, trop nationalistes. Ouais. Mais, tu sais, le mononcle, là, il est pas mal péjoratif. Très péjoratif. OK. Mais ça touche le mépris du peuple, hein, aussi, de Québec solidaire. Oui, tout à fait. Et en même temps, il faut s'inquiéter de ça parce que, en fait, je veux dire, il faut être bien conscient de ça. Accuser le PQ de ça, c'est de la diffamation. Oui. Raciste, là, c'est pas rien. Traiter les gens de racistes, puis ça vient pas de n'importe qui, ça vient d'une personne, d'attaché politique. Ben oui, c'est grave. C'est très grave. Oui. Et au fond, ça démontre que les tentatives de rapprochement avec ce parti n'avaient aucune chance. Ben oui. Et ça démontre que la stratégie de Québec solidaire a été d'essayer de faire vivre cette idée-là le plus longtemps possible pour tâcher de profiter d'un effet d'aura et de faire mousser sa propre popularité. Exact. OK? En se laissant désirer. Non seulement en se laissant désirer, mais tu sais, ça faisait parler les médias. Oui, bien sûr. Ça leur donnait une visibilité qu'autrement ils n'auraient jamais eue. Oui. Bon, en même temps, ils ont toujours trop de visibilité, hein, avec Radio-Canada. On s'entend. Mais malgré tout, je veux dire, ça les a aidés. Oui. Alors, le Parti québécois, littéralement, s'est fait cocufier dans cette affaire-là. Oui, en même temps, alors ça, c'est une analyse qu'on peut avoir, Richard. L'autre analyse, que je suis pas sûr que ça soit faux. Je pense que ton analyse est quand même assez bonne. L'autre analyse, c'est celle qui affirme que finalement, Jean-François Lisée, en tendant la main à Québec solidaire, a démontré que Québec solidaire était finalement hypocrite et que c'est Québec solidaire qui était sectaire et qui ne voulait pas d'alliance. Donc, à partir de ce moment-là, on démontre toute la mauvaise foi de QS. Je pense pas que la stratégie de Lisée ait été celle-là. D'ailleurs, regarde. Moi, je pense que quand il récupère Jean-Martin au sang, il l'arrache littéralement à Québec solidaire. Tout à fait. Et puis, dans le fond, c'est cette portion Non, mais c'est pas mutuellement exclusif. Non. On peut essayer la fusion, démontrer que Québec solidaire ne veut pas du tout parler avec le PQ, et puis on ramène Jean-Martin à ça. Écoute, moi, je trouve ça tellement... je trouve ça politicien. Stérile comme jeu. Ouais. Et puis, je trouve que le Parti québécois ne se grandit pas dans des partis pareils. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé ça très démoralisant de voir cette tentative d'alliance entre le Parti québécois et Québec solidaire, mais je pense honnêtement que c'était la stratégie de Lisée. Est-ce que ça va être payant sur le plan électoral? En tout cas, les sondages démontrent que non. J'y vais te dire qu'il est allé chercher, il a augmenté son vote de 2 %. Le PQ est passé de 20 % à 22 %. Remarque, c'est pas de concluant comme chiffre parce que c'est toujours à l'intérieur de la marge d'erreur de 3,4 ou... Exact. qui est celle des sondages. Alors, quand tu n'enregistres pas une variation de l'ordre de 4 points, là, ça demeure douteux. Oui, c'est ça. OK? Et aussi, oui, tout à fait. On verra ce que ça donne aux élections, mais moi, je pense que ça a été une tentative, et puis, une des nombreuses tentatives. Et puis, il y a toute l'affaire de Maxime Laporte, qui est candidat dans le comté d'Ausson, Rivière-des-Prairies. Ça encore, c'est des chicanes inutiles. On n'a pas besoin, on n'a vraiment pas besoin le Parti québécois n'a vraiment pas besoin de chicanes comme celle-là. Ouais. Mais là, si tu veux réellement mon analyse, Richard, moi, je pense que M. Laporte est proche de Mario Beaulieu, l'ancien président de la SSJB, que ces gens-là sont proches d'Option nationale et qu'Option nationale a fusionné avec Québec solidaire. Est-ce que il se passe pas à Pointe-aux-Trembles un peu ce qui s'est passé au Bloc? C'est-à-dire une tentative de prendre le comté contre la volonté
du national, c'est-à-dire du bureau national du Parti québécois et de la tête dirigeante du Parti québécois. Est-ce qu'on n'a pas affaire à des gens qui, au fond, veulent dynamiter un peu l'ancienne garde du Parti québécois pour reprendre la main? Moi, je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là avec la candidature de M. Laporte. En tout cas, je pense que la dernière chose à laquelle Maxime Laporte s'attendait, c'était la candidature de Jean-Martin Hossan. Il n'avait aucune idée que ça s'en venait. Peut-être. Parce que dans le fond, si ton analyse est bonne, Jean-Martin Hossan puis Maxime Laporte, ils sont essentiellement dans le même camp. Ben oui, peut-être. Peut-être. Je suis pas sûr de ça, moi. Ouais, ben enfin, c'est une possibilité. De toute manière, on verra ce qui se passe dans la course à Pointe-aux-Trembles. Là. Ouais. Moi, je doute que Maxime Laporte puisse l'emporter parce que finalement, Mme Léger a donné son appui à Jean-Martin Hossan. Pour l'instant, il ne s'est pas encore retiré. Ben non. Non, je suis d'accord. Il s'est pas retiré. Et pour lui, là, qui a une ambition d'une carrière politique, là, son non-retrait va lui coûter cher. Ah ben, exact. C'est pour ça que je dis que, d'après moi, il y a un affrontement entre M. Laporte et l'establishment du Parti québécois. Bon, enfin, bref. Je pense que tu as raison là-dessus. Ouais. On verra sur le reste. Mais sur quoi? Tu sais, quel est l'affrontement? Je suis pas sûr que ce soit une question comme tu l'as suggéré, c'est-à-dire les réseaux liés au Bloc québécois, c'est ça. Beaulieu et Option nationale. Ah, peut-être pas. Enfin, moi, c'est mon intuition. Peut-être que je me trompe. Ouais. On verra en temps et lieu de toute manière. As-tu vu, Richard, d'ailleurs, ce qui se passe à McGill? Il y a un programme de culture de marijuana qui va être ouvert. Un programme d'1 an pour les gens en horticulture. Et tout ça s'inscrit dans quoi? Dans, évidemment, la légalisation de la commercialisation, la production et la consommation de marijuana. Ça va plus loin que ça. Qu'est-ce que c'est? C'est apporter une caution universitaire. Ah, bien sûr. Hein? C'est apporter une caution universitaire à une activité qui, jusqu'ici, était criminelle. Tout à fait. OK? Qui le sera plus bientôt. Donc, on cherche à légitimer. Oui. Puis c'est une manœuvre essentiellement politique. Oui. Hein? Faut bien comprendre. Je suis totalement d'accord avec toi. Les gens qui sont en arrière de ça, là, c'est les mêmes gens qui sont en arrière de la légalisation de la marijuana. Ah, tout à fait. OK? Tout à fait. Donc là, ils en sont rendus à la légitimation par les milieux universitaires. Bien sûr. Pour donner... oui, c'est ça. Oui, une sanction. Le nihil obstat, comme on disait du temps de l'Église. Exact. OK. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que ce sont les réseaux libéraux qui sont derrière ça. Ben, bien sûr. Des gens qui ont investi de l'argent dans les firmes de marijuana médicale parce qu'ils savaient que ça allait être légalisé par... ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir jusqu'où s'étend le pouvoir libéral jusqu'à déterminer des contenus universitaires. Ah. Écoutez, la liberté, oui. La liberté académique en prend un méchant coup, là. Oui. En même temps, on peut... c'est pas très surprenant, hein. C'est-à-dire, venant de McGill, on se doute que les réseaux du Parti libéral tu parles du Canada... de McGill, je peux te dire qu'il y a à l'heure actuelle le même genre d'influence qui s'exerce à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec. Sans aucun doute, mais bon... Sans aucun doute. Oui. Alors, faut faire attention de ne pas singulariser... Non, mais là, l'annonce a été faite par McGill. Oui, je comprends. Cette semaine, disons que c'est ça qui... Mais ce qui est grave, ce qui moi, me dérange beaucoup, c'est le fait que les contenus universitaires sont même plus contrôlés par les universités, mais ils sont influencés par les partis politiques. Bien sûr. Et ça a commencé avec les HEC, pour des raisons qu'on pourrait comprendre presque parce qu'elles sont évidentes, c'est les affaires. Okay? Mais quand c'est rendu non plus au simple HEC, bon, tu vas me dire Polytechnique, encore une fois, c'est les affaires. Mais quand c'est rendu aux autres facultés de sciences sociales, de sciences humaines, ça devient drôlement délicat. Oui, tout à fait. Hein?
Non, mais d'ailleurs, la liberté de parole est complètement réduite dans les universités. L'idéologie totalitaire, progressiste, antiraciste, ultra-féministe muselle la parole. Hein? La question, par exemple... Le politically correct. Oui, tout à fait. Hein? Le politiquement correct. Mais là. poussé à un extrême, là, c'est-à-dire que on parle d'empêcher un professeur d'université d'utiliser le pronom qu'il veut pour désigner un étudiant. Ben oui, ça c'est le fameux cas à Toronto. Là. Ben oui, parce que ça serait une violence de genre. Hein? Ouais. Je m'appelle Alexandre, je me sens femme, je veux me faire désigner par le pronom elle, et si le professeur ne veut pas le faire, eh bien on va le poursuivre. C'est quand même un peu hallucinant. Là. C'est-à-dire que hallucinant, c'est même pas le mot. On est rendu tellement loin. Oui, c'est disjoncté. Il y a une petite ambiance d'effondrement impérial, là. Fin d'empire, la chute de Rome. Pire, c'est la décadence. Ben c'est ça, décadence. La décadence. Ouais, la fin de Rome. Les gens qui lisent la Bible te parleraient de Sodome et Gomorrhe. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Et de l'Apocalypse. Et de l'Apocalypse. Alors, en parlant d'Apocalypse, pour les médecins du Québec, hein, là, ils connaissent vraiment le pire traitement médiatique qu'ils ont jamais eu. Oui, mais en même temps, ce que j'ai trouvé vraiment amusant au cours des derniers jours, c'est de découvrir qu'il y avait un groupe qui d'ailleurs, ça fait l'objet de reportages dans la presse anglaise de médecins. Ça a même été rapporté aux États-Unis sur le fameux site Zero Edge. D'accord. Qu'un groupe de médecins québécois pas se plaignait, mais se déclarait trop payés. Oui, c'est ça. Hein? Et qui considérait qu'il fallait qu'une partie des sommes qui leur étaient versées en salaire soient plutôt versées aux infirmières et à tous les autres. Alors, tu sais, tu t'imagines. Mais là, c'est parce qu'ils ont tellement eu mauvaise presse que... Oui, mais ça, évidemment, tu comprendras que parmi ceux-là, il n'y a pas beaucoup de médecins spécialistes. Non, mais les médecins spécialistes, ils sont passés à la caisse. Hein. Oui. Et c'est le cas de le dire des deux côtés. Ils sont passés à la caisse pour encaisser, et puis ils sont passés à la caisse pour en termes de volées de bois vert qu'ils ont mangé, là. Oui. Oui. Avec, finalement, on vit dans une espèce de république des médecins. Il y a un chiffre qui est sorti aujourd'hui, Richard. Le salaire des médecins spécialistes a doublé entre 2006 et 2015, et leur productivité, c'est-à-dire le nombre de patients qu'ils voient par jour, a baissé de 19%. T'imagines ce que ça veut dire? Oui. Augmentation de salaire et baisse de, entre guillemets, productivité. Et là, il y a quand même un débat qui est en train de surgir, c'est la méthode de paiement des médecins. Parce que là, on sait qu'ils sont payés à l'acte médical, et on se demande si c'est effectivement le meilleur système. Ça, ce système-là n'a pas été revu depuis les années 70. Il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait eu une grève des médecins spécialistes. Ça avait été épouvantable au Québec, là, au début du mandat de Bourassa. Et il y avait eu littéralement un bras de fer. Ça survenait en même temps qu'arrivaient les troubles qui ont précédé ceux du FLQ, les affaires de taxi à Montréal. Oui. La fameuse affaire Murray Hill, les fusillades dans le centre-ville de Montréal, les émeutes et tout ça. Et à travers tout ça, il y avait les médecins spécialistes qui ont fait la grève. On fait la grève. Tu sais, c'est pas rien. Les médecins qui décident de faire la grève. Puis à l'époque, là, quand on faisait la grève, là, il n'y avait pas de toutes sortes de mesures tu sais, c'était radical. Oui. OK? Alors, ils ont fait la grève pendant quelques semaines, presque un mois ou deux même. Et si ma mémoire est fidèle, et puis, écoute, ça avait pris des proportions énormes. Et l'enjeu, c'était justement la rémunération à l'acte. Donc, ça, ils l'ont arraché de haute lutte. Donc, ils laisseront pas ça tomber. Oui, mais en même temps, il faut comprendre que ce qui était bon en 1970 ou ce qui était défendable en 2000, 50 ans plus tard, il faut peut-être se poser la question, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faudrait revoir pour toutes sortes de bonnes raisons? Alors que nous sommes, tout à fait, nous sommes à l'aube des années 20. Voilà. Bientôt, 2020. Donc, effectivement, c'est des questions à se poser. 50 ans, là, c'est... Oui. Hein? D'ailleurs, tu le mentionnais, l'émission passée, tu as travaillé avec le père de l'assurance maladie du Québec, M. Castonguay.
Oui. Ouais. Alors bon, à l'occasion, il me racontait un petit peu cette époque-là. Là, Ben, bien sûr. quand on voyageait ou qu'on se retrouvait... Et c'est pour dire que finalement, l'assurance santé universelle assurée par l'État, ça date, ça date 50 ans. Des années 70. Et c'est ça, il y a eu des aménagements depuis ce temps-là, mais rien de radicalement majeur. Hein? Non. Alors, tu sais, quand comme tu le soulignes, là, quand les salaires augmentent en l'espace de 8 ans, ils passent du simple au double. Ouais. Et pendant que, le même temps, la productivité baisse de 20%. Ça marche pas. Ça marche pas. Non. Et puis, je veux dire, honnêtement, quel corps de métier a vu son salaire doubler entre 2005 et 2016? 2006 et 2015? Personne. Non. Et ça, c'est une entreprise qui avait été faite dans le but de faire en sorte que les médecins du Québec soient payés comme les médecins d'Ontario, hein, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de rattrapage salarial pour les médecins du Québec face aux médecins ontariens. Or, indépendamment des différences qu'il peut y avoir dans le coût de la vie. Tu sais, ça me rappelle énormément, toi, t'es trop jeune pour avoir connu ça. Ah. Mais au début des années 70... Il y a des gens qui me disent que le stream est mort. Ah. OK. Non, ça va recommencer ici. D'accord. Peut-être dans 2-3 minutes. Oui, Parfait. OK. Est-ce qu'on a encore un dernier sujet à traiter? Est-ce que tu veux passer à l'international? Je pense qu'on va faire cette fois-ci, André, une petite pause de 2 minutes, OK, de façon à faire une démarcation très claire entre les deux segments. Et puis, on vous revient dans quelques minutes. On vous rappelle que c'est l'émission Point de bascule, l'édition du mercredi 7 mars 2018. Alors, nous voici de retour à Point de bascule, édition du 7 mars 2018. Alexandre, on passe à l'international, mais juste avant, on veut vous
préciser qu'il y a des petits problèmes techniques ce soir là dont on nous avise et qu'il ne s'agit pas de problèmes reliés au studio ni quoi que ce soit. C'est le site Facebook qui semble avoir de la difficulté à traiter un volume important et il semble que ce soit particulièrement le cas les mercredis soirs. Alors, on va examiner la situation de près au cours des prochaines heures et ça nous amènera peut-être à modifier la diffusion la semaine prochaine. Vous en serez informés. Peut-être qu'on ira directement faire la diffusion sur le site YouTube qui est plus qui a plus de capacité que Facebook pour faire ce genre de diffusion. On va passer d'un monstre à un autre. Un monstre à un autre, ouais. De Facebook à YouTube. En tout cas, on va vous tenir au courant et puis on s'excuse des inconvénients, mais cette fois-ci, vraiment, on y est pour pas grand-chose. Non, il faut envoyer des plaintes à Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, oui, de Facebook. Mon cher Richard. Oui, Alexandre. Tu as vu l'onde de choc aux élections italiennes, aux élections législatives italiennes. Oui. Hein, la coalition de droite dirigée par Matteo Salvini, donc de la... Lega del Norte. Oui. Mais tu sais quoi? J'ai appris ça. Ce n'est plus la Ligue du Nord. C'est Lega, tout simplement. Oui, c'est la Ligue, parce que c'était un parti... La Ligue du Nord était un parti... même, voire sécessionniste du nord de l'Italie, et c'est un parti qui est devenu pan-italien, donc un parti qu'on pourrait qualifier de droite nationale, qui s'est allié avec le Forza Italia de Berlusconi, et deux autres partis. Faut savoir que les appuis de la Ligue, la Lega, sont surtout concentrés en Lombardie, dans le nord de l'Italie, et en Vénétie. Exactement. C'est-à-dire tout le nord de l'Italie. Exactement. Et c'est pourquoi les résultats... font apparaître, même si la Lega se trouve à être le parti qui a obtenu le plus d'appui, OK? En fait, la coalition dans laquelle la Ligue a obtenu le plus d'appui. C'est ça. Mais c'est le mouvement 5 étoiles qui a eu le plus de voix. Ouais. Alors la question se pose maintenant, pour former un parti de pouvoir, il faut pouvoir faire une coalition et savoir si ça va se faire avec le Cinque Stelle, les 5 étoiles. Oui, mouvement 5 étoiles. Ou bien avec plutôt, et même le parti, j'ai vu ça aujourd'hui, le Parti démocrate. Oui, la gauche. La gauche. En fait, il faut comprendre que ce Parti démocrate-là, il est issu de l'ancien PCI, Parti communiste italien. Oui. OK? Donc, le gouvernement, Matteo Renzi, celui qui vient de perdre ses élections, bon, lui, il a démissionné. Mais, du fait de son départ, il semblerait que le Parti démocrate reprenne, si tu veux, ses couleurs originales. Originelle, plutôt, et qui soit de nouveau, là... tenté de faire une alliance avec le mouvement 5 étoiles? Ah, non, avec la Lega. Ah, d'accord. OK. Alors ça, c'est intéressant. Oui, là, il faut voir comment ça va jouer. Chose certaine, c'est que quand on analyse le résultat, l'idée, l'idée qui a été subi le sort le plus mauvais, c'est l'Union européenne. Tout le mouvement européiste, là, carrément rejeté par à peu près 70% de l'opinion en Italie. C'est énorme. Oui, c'est énorme parce peut-être que nos auditeurs sont pas trop au fait de la politique italienne, qui, on doit quand même l'avouer, Richard, est assez difficile à comprendre, hein, parce que c'est un système électoral qui est relativement proportionnel, mais il y a des législatives et puis il y a des sénatoriales et finalement, il n'y a aucun parti qui est capable d'avoir la majorité gouvernementale. Donc, c'est toujours des gouvernements de coalition. Il faut former des coalitions et il faut avoir 3% du vote pour au moins avoir un représentant. Oui, c'est un mélange de proportionnel. C'est ça. En fait, c'est un système mixte un peu, avec une petite partie de proportionnel. Qui vient influer sur le cours des résultats. C'est assez difficile à suivre. Oui, c'est ça. Même les analystes italiens eux-mêmes... Ils perdent leur latin. Oui, complètement. Mais en gros, pour résumer les chiffres, là, la grande coalition de droite, donc la Ligue,
le parti de Berlusconi et deux petits partis marginaux ont réussi à faire 37%. Le mouvement 5 étoiles, qui est une espèce de mouvement populiste qui est né il y a quelques années, dirigé par un ancien chanteur, je crois que c'est un chanteur Beppe Grillo, qui est un mouvement anti-establishment. Un comédien. Un comédien? Un Ouais. comédien. Mais je l'ai vu faire des chansons. Bon. Walmart. Un comédien qui chante. Donc un mouvement qualifié de populiste par les médias, très anti-Union européenne, très anti-establishment, qui a gagné dans des élections municipales. Hein, c'est-à-dire que la mairesse de Rome appartient actuellement au mouvement 5 étoiles, donc le mouvement 5 étoiles qui a obtenu 32,7% du vote, et la coalition de gauche, donc dont le principal parti est le Parti démocrate dont tu parlais tout à l'heure, qui était le parti du président du Conseil sortant, M. Renzi. Matteo Renzi. Et donc, oui, comme tu viens de le dire, c'est une défaite pour l'Union européenne, parce que et la Ligue du Nord a des positions très proches de celles du Front national, hein, donc critique de l'immigration massive, critique de l'Union européenne, critique de l'euro, de la zone euro, et le mouvement 5 étoiles, lui aussi, est à peu près dans ces lignes-là, disons plus, une position peut-être plus centriste. Il appartient pas directement à la droite nationale, mais très anti-establishment lui aussi. Rajoute là-dessus le fait que l'Italie est extrêmement endettée. Ah ben oui, exactement. OK? Ouais. Il y a une situation sociale. Toujours se souvenir que lorsqu'on fait le calcul de la dette d'un pays, il faut regarder la dette, évidemment, nationale, Bien sûr. la dette des banques et la dette des entreprises et la dette des particuliers. Si tu veux avoir le portrait global, c'est ça qu'il faut que tu regardes. Tu calcules le total de ces 4 dettes-là et des collectivités locales. Ça fait 5 même. OK? Alors, l'Italie est dans une situation pire que celle de la Grèce. Et c'est la troisième économie de la zone euro, il faut le rappeler. Après l'Allemagne, la France, c'est l'Italie. Ouais. Donc, en termes d'importance, c'est pas la Grèce non plus. Là. Non. C'est bien plus grave que la Grèce, compte tenu de son importance. Et les pressions sur la Banque centrale européenne pour absorber la dette des banques italiennes va être extrêmement forte. Et les Allemands, évidemment, vont s'y opposer. D'ailleurs, Merkel sort assez fragilisée de tout ça. Hein? Elle-même, elle vient ils viennent tout juste de former un gouvernement après 6 mois. Presque 6 mois de négociations, c'est pas rien. Pour un pays comme aussi puissant que l'Allemagne, là. Et la coalition en question, c'est les mêmes 2 partis qui la forment, mais ils sont tous les 2 infiniment plus fragiles qu'ils ne l'étaient lors de leur première coalition. Ben, bien sûr. Alors, et ça a pris même beaucoup de temps à la gauche oui. pour vouloir s'allier à Merkel, parce qu'ils ont peur, en fait, le SPD, le Parti social-démocrate allemand, a peur, finalement, de trop se faire coller sur Merkel et de tomber en même temps. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. Ben oui. Plus il se colle, ce parti-là, plus il se colle sur Merkel, plus il baisse. Oui, exactement. Alors, je veux dire, vous comprendrez qu'à un moment donné, la question se pose, est-ce qu'on va continuer d'exister? Tout à fait. Et ils en sont là. Ouais. Et ils ont eu, c'est-à-dire qu'ils sont revenus à l'idée de faire alliance avec Merkel, parce que sinon, il y avait des possibilités d'une autre élection. Ben oui, voilà, d'une autre élection, et probablement que les rivaux de la droite nationale de l'alternative pour l'Allemagne, l'AfD, obtiennent beaucoup plus de soutien. Et on se rappelle que là, ils ont fait, je pense, 17% du vote aux dernières élections allemandes. C'est énorme pour un parti qui était complètement marginal il y a 4 ans. En fait, les 2 partis qui ont réussi à augmenter leur force, c'est l'AfD, puis Die Linke. Le parti d'extrême gauche. Le parti d'extrême gauche. OK. Et c'est 2 partis assez eurocritiques. Très eurocritiques. Critiques de l'Union européenne, quoi. Voilà. Ouais. Et on voit que c'est la même chose en Italie. Exactement. On voit aussi, on en a peu parlé. C'est en Pologne, c'est la même chose. En Hongrie, c'est la même chose. En Tchéquie, il vient d'y avoir des élections. Et là, en Autriche. En Autriche, M. Kurz qui est là en Autriche. Voilà. Donc on voit qu'il y a une espèce de vague qui balaye. Et ça, depuis quand même, il faut le dire, le Brexit, l'élection de Trump. Il y a eu l'élection de Macron entre deux qui a un peu coupé cet élan-là. Mais sinon, la plupart des élections en Europe, même on pourrait dire dans le monde occidental globalement,
ça va vers une espèce je dirais, de mise en place de gouvernements assez patriotes, enfin, qui tendent vers une forme de patriotisme et qui sont critiques de la mondialisation. C'est des gouvernements souverainistes. Exactement. Voilà. Oui, souverainistes, critiques de l'Union européenne pour les pays européens, critiques de l'immigration massive et critiques, dans le fond, de la mondialisation qu'on connaît depuis les années 90. C'est ça, 85. 80, ouais. OK? Alors, c'est quand même intéressant de voir que jusqu'à 1985, le mouvement pour la mondialisation était unanime. Mm-hmm. OK? Sauf en France où il y a eu à ce moment-là, il y a eu des élections ou pas un référendum. Ouais. Et puis, c'était un peu plus tiède. Serré, ouais. C'était tiède. Maastricht. C'est ça. Au moment du traité de Maastricht, c'était tiède. Pour l'intégration dans l'Union européenne. C'est ça. Ouais. Et, mais depuis ce temps-là, là, on voit que d'année en année, l'idée de l'Europe unie perd des plumes. Oui, tout à fait. Perd des plumes. Et là, le mouvement prend de l'ampleur. Mm-hmm. OK? C'est le cas de dire, il a du vent dans les voiles. Oui. Bon. Mais en même temps, il faut comprendre que toute cette Union européenne-là devait déboucher éventuellement sur les États-Unis d'Europe. Oui, tout à fait. Alors, un pays, Un espèce de régime fédéral, comme Exact. aux États-Unis et comme au Canada. Oui. OK? Et il y a des pressions très fortes, de plus en plus fortes, contre ce mouvement de fédéralisation. Oui, c'est ce que souvent on entend dans la bouche des critiques de l'Union européenne, c'est de dire que oui, ça prend peut-être certains accords, traités économiques entre les pays européens, mais il faut mettre en place une espèce d'Europe des nations, c'est-à-dire une Europe où la spécificité nationale est prise en compte par ces accords et ces échanges. C'était exactement la position du général de Gaulle. Ben, exactement. Exactement sa position. Ben, exactement. Et c'est quand même intéressant de voir que 40 ans plus tard, les événements sont en train de lui donner raison. Ah oui, totalement. Et évidemment, ce qu'on ne dit pas, mais au fond qui est latent, c'est le fait que la construction européenne fait au fond l'affaire des États-Unis, puisque ça fait en sorte... C'est même eux qui l'ont poussé. Ben voilà, parce que finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que les pays de l'Union européenne ne se trouvent pas à créer une défense commune européenne, mais dépendent plutôt de la protection militaire des États-Unis, un renforcement dans l'OTAN. Mais en même temps, tu comprends, la stratégie américaine, c'est simple, c'est qu'elle veut continuer à être le pourvoyeur d'armes. Bien sûr. Le fournisseur d'armes, le marchand d'armes pour l'Europe, plutôt que de voir l'Europe se doter de sa propre industrie de l'armement et lui faire concurrence. Bien sûr. Alors, tu comprends que pour les États-Unis, de pouvoir faire financer une partie de son budget de défense ou par les pays européens qui achètent des produits militaires, tu comprends que c'est intéressant comme proposition. Ça, c'est évident. Et l'habitude, les Américains, ils trouvent toujours le moyen de faire payer par les autres ce qu'ils ont eux-mêmes. C'est toute l'histoire du dollar pétrole. Oui. OK? À partir du moment où on s'est mis à libeller le prix du pétrole en dollars, on venait les États-Unis venaient d'avoir accès à une source de financement, du crédit gratuit. Oui, parce que finalement, pour avoir accès aux matières premières, notamment le pétrole... Il faut acheter des dollars. Ben c'est ça, donc exactement. Donc il faut détenir des dollars. Les États deviennent dépendants de la devise américaine, ce qui fait qu'ils sont liés un peu à l'économie Ils sont obligés américaine. d'acheter des dollars. Exact. Et puis, chaque fois qu'ils achètent des dollars, c'est un prêt sans intérêt au gouvernement américain pour la durée du temps qu'ils détiennent ces dollars. Exactement. Alors, quand on fait des transactions à une échelle monumentale, comme c'est le cas pour tous les échanges en pétrole, bien sûr, okay, compte tenu que c'est la matière première la plus transigée, ouais. ils sont assurés, eux. Oui. Alors, d'où leur inquiétude de voir que d'un seul coup, il y a des pays qui commencent à faire des affaires entre eux sans transiter par le dollar. Oui, qui veulent sortir du système dollar. Et effectivement, le volume international des échanges en dollars est en train de baisser. Ben oui.
avec l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est au fond, en gros, l'alliance russo-chinoise, et qui tente finalement justement de contourner avec l'Iran, avec leurs alliés, oui, exactement. C'est ça. Éventuellement même le Venezuela, et qui essaye de finalement éviter le système dollar, de créer un système de paiement parallèle. Parce que en même temps, il faut comprendre que le dollar, l'utilisation du dollar constitue une contrainte pour les pays. Je veux dire, ça place les pays dans la situation où ils sont obligés de se soumettre à la législation américaine pour pouvoir utiliser le dollar. Ben oui. Et ça donne le droit au gouvernement américain d'appliquer ces lois sur toutes les compagnies qui utilisent le dollar. Et ça leur donne un pouvoir énorme, ben oui, qui est exorbitant. Et il y a une révolte contre ce pouvoir-là qui est en cours. Oui, et on le voit d'ailleurs avec ce qui s'est passé cette semaine en Russie, où le président qui, je pense, le président Poutine, qui va bientôt être élu pour un 4e mandat, je crois qu'on s'en va vers ça, il est en place depuis l'an 2000. Une semaine ou deux, là, je pense. Oui, c'est ça, les élections. Il est là depuis 2000, et il a fait une démonstration de la puissance militaire russe avec des armes jusqu'ici jamais vues. Il y a 6 nouvelles armes là qui étaient vraiment là, tranches avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici là. Dont des missiles, je crois, supersoniques. Hypersoniques. Hypersoniques, voilà. Okay? Un sous-marin nucléaire entièrement téléguidé, avec des missiles sous-marins. Avec, des torpilles. Des torpilles avec des vitesses sans précédent. Bref, c'est un... Et à l'heure actuelle, il n'y a plus moyen pour quiconque là, d'avoir le dessus sur les Russes, y compris même les États-Unis, dans un affrontement. Oui, parce que c'est ça. Ça, c'est quelque chose dont on voulait parler. Parce qu'évidemment, quand on regarde les dépenses militaires des États-Unis, les dépenses militaires sont excessivement plus grandes que celles de tous les pays réunis ensemble. Et alors, nettement plus grandes que celles de la Russie aussi. Ah oui, évidemment. OK, sur une base annuelle. Oui, mais je pense que même si on cumule la Chine, la Russie et l'Union européenne... ça n'égale pas. Ça n'égale pas les dépenses militaires des États-Unis. Mais ce qu'on est en train de découvrir... Oui, ça c'est important. C'est que bien plus que l'argent qu'on dépense sur l'armement, c'est la qualité des armements qu'on développe, et il y a moyen, et la Russie vient d'en faire la preuve, de développer des armements extrêmement stratégiques à des prix infiniment inférieurs de ceux des États-Unis. Alors, imaginez là maintenant les pays d'Europe de l'Est qui se sont joints, qui ont rejoint, si tu veux, le camp américain, l'OTAN, au cours des dernières années, en se pensant à l'abri du parapluie américain. Bien sûr. Et puis là, qui découvrent d'un seul coup, oups, on pensait être à l'abri, on a nargué les Russes, mais là, les Russes, on vient de comprendre qu'ils sont en mesure de nous taper dessus tant qu'ils veulent, malgré les Américains. Oui, et malgré finalement les boucliers antimissiles, parce qu'au fond, c'est ça. C'est ce que la démonstration russe prouve. Alors là, c'est un point de bascule majeur. Oui. Okay? Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas anticiper il y a 20 ans. Hein. On se rappelle l'état de la Russie il y a 20 ans, sous Boris Yeltsin. Non. C'était un pays pratiquement totalement effondré sur le plan de l'État. C'est ça. Sur le plan économique, marginalisé complètement. Ouais. Avec des oligarques qui étaient des anciens des services de renseignement qui sont devenus un peu millionnaires en mélange avec la mafia. Et finalement, il y a un homme qui émerge de tout ça, désigné par les oligarques, Vladimir Poutine, qui émerge comme étant finalement un bon petit fonctionnaire de l'État. Les oligarques le mettent en place en croyant pouvoir le manipuler, le contrôler. Et finalement, c'est lui qui retourne la situation. C'est lui qui les contrôle. Et c'est lui qui, finalement, va faire une guerre aux oligarques russes pour reprendre le contrôle de l'État. Hein. Et notamment de l'industrie pétrolière. OK. Alors ça, à l'heure actuelle... Gazprom. Il y a eu l'affaire Lukoil, il y a eu toutes sortes de chicanes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en l'espace, finalement,
relativement, un espace relativement bref, là, en même Oui, de 30 ans? Oui, moins de 20, oui. Moins de ça, même. 25 ans. Oui. En 25 ans, comment le redressement s'est fait et comment aujourd'hui la Russie, malgré toutes les sanctions qu'on applique, réussit à tirer son épingle du jeu, réussit à damer le pion aux Américains en Moyen-Orient, réussit à bâtir le BRICS avec les Chinois. Annexe pas l'Ukraine, mais annexe la Crimée. Écoute, c'est des résultats quand même assez spectaculaires, merci. Lapsus, c'est un lapsus. Quoi? Ben, c'est-à-dire qui annexe l'Ukraine. Ouais, non, y a pas... La Crimée qui est une partie de l'Ukraine. C'est ça. Ouais. Et mais tu sais, c'est incroyable comme situation. Là, on peut pas parler d'annexion dans le cas de la Crimée parce que ça a été volontaire. Il y a eu une décision de la part des gens de la population de Crimée. Parce que c'était à une très forte majorité. Je pense 90%. 90%. Oui, mais donc il ne s'agit pas véritablement d'une annexion. Alors comment tu appellerais ça? Ben, ce sont les Ukrainiens qui ont rejoint la Russie. Pas les Ukrainiens, les Criméens qui ont rejoint la Russie. Oui, et il faut quand même rappeler que ces populations-là étaient des populations russophones. Et puis ensuite, il faut savoir que jusqu'à 1954, l'Ukraine faisait partie la Crimée, pardon, faisait partie de la Russie et qu'elle a été donnée à l'Ukraine par Khrouchtchev. Par Khrouchtchev, voilà. OK. Qui était le président à l'époque, qui était lui-même ukrainien et qui... et il faut... Oui. Qui voulait, si tu veux, montrer à l'Ukraine l'avantage qu'elle avait à être dans l'Union soviétique. Ouais, l'Union de République, c'est alors, c'est ça. Et il faut rappeler quand même aux gens que la Crimée possède le port de Sébastopol, qui donne accès sur quoi? Sur la mer Noire, et la mer Noire elle-même qui débouche sur la Méditerranée. Yalta, Sébastopol. Ben oui, exactement. C'est des Donc, gros... c'était très important d'un point de vue géostratégique pour la Russie. Oui, tout à fait. D'avoir ce débouché sur la mer Noire. Ben oui, totalement. Et c'était un point de litige depuis des décennies entre l'Ukraine et la Russie. C'est pas sorti de nulle part, cette histoire de la Crimée. Pourquoi? Parce que la population de la Crimée était largement russophone. C'est ça qu'il faut comprendre aussi avec le conflit ukrainien, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'est du pays est habité par une forte population russophone qui se sent des liens très forts avec la Russie, ce qui explique un petit peu l'état acrimonieux actuel des choses en Ukraine. D'ailleurs, les États-Unis viennent d'approuver la vente d'armes anti-chars à l'Ukraine. Hein? Ouais. On voit que on parle beaucoup ici à Point de bascule de la Syrie, même dans les médias on parle beaucoup de la Syrie. On oublie que l'Ukraine et la Syrie sont séparées par peu de choses, hein, la mer Noire. D'ici quelques semaines, là, avec le réchauffement des températures, oui. parce que c'est l'hiver là-bas aussi. Bien sûr. OK, puis que c'est pas un moment qui est très propice au déploiement militaire. Mais il faut s'attendre d'ici quelques semaines, là, à une reprise assez intense de l'activité militaire dans la région du Donbass, oui. Qui est finalement complètement à l'est de l'Ukraine et dans laquelle on a aussi des fortes concentrations de populations russophones. Mm-hmm. Et là, l'Ukraine va vouloir éliminer la rébellion de deux républiques de Donetsk et puis de Lugansk, oui. OK, qui cherchent plutôt à être indépendantes si elles ne peuvent pas rejoindre la Russie. Oui, exactement. OK. Composé, c'est ça, de russophones. Là, ça, et il y a, on comprend que dans le contexte actuel, là, il y a un intérêt des Américains de stimuler cette... Ah, ben oui, ça c'est alors, clair. c'est pourquoi on donne des armes, même si, sur le plan financier, l'Ukraine est absolument incapable de faire quelque achat que ce soit à l'heure actuelle. Oui, bien sûr. Mais tout ça remonte finalement à l'espèce de révolution colorée qu'a subi l'Ukraine il y a quelques années de ça. Quand finalement on s'est rendu compte que l'OTAN, globalement l'OTAN,
les États-Unis, l'Europe de l'Ouest avaient financé un changement de régime. Hein? C'est ça. Un changement de régime en Ukraine qui avait été jugé trop pro-russe. Et il y a eu un changement de gouvernement. Le nouveau gouvernement ukrainien a mis en place des politiques extrêmement défavorables aux populations russophones. Ça crée un état de tension extrêmement grave en Ukraine et ça débouche sur la guerre civile qu'on connaît présentement. Là. Ouais. Tout ça dans une ambiance quand même de remilitarisation Alors, tout ça, de la Russie et des États-Unis. Tout ça avait un certain sens pour les États-Unis quand les États-Unis, si tu veux, quand on croyait que les États-Unis avaient une supériorité stratégique réelle sur la Russie. Plus ils se rapprochaient des frontières russes, plus ils étaient en mesure de contenir la Russie. Pour mettre en place un bouclier antimissile pour mettre en place, Europe de l'Est. Bon. Mais là, avec les nouveaux développements, les nouvelles armes là, qui ont été présentées, ça n'a plus aucun sens. Parce que ça ne sert plus à rien. Mais ils vont essayer de justifier leur présence malgré tout. Ah là, écoute, ils vont continuer à essayer de berner les pays comme la Lettonie, Lituanie, en disant non, vous savez, c'est vraiment nous qui avons la supériorité militaire. Mais malheureusement, quiconque va se pencher sur la situation, leurs propres analystes militaires vont faire le diagnostic assez rapidement, merci, et voir que ça sert plus à rien. Donc, ça va devenir, si tu veux, la source d'autres déstabilisations, d'autres points de bascule au cours des années qui viennent. Oui, surtout pour l'Europe de l'Est. Hein. Surtout pour l'Europe de l'Est. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays, Estonie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Bulgarie, oui, exactement, qui se retrouvent dans l'Ouest maintenant avec l'OTAN. Oui. Mais tu sais, faut connaître le rattachement historique Oui, à la Russie. Au cœur au flanc de la Russie, si tu veux. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est particulier pour ces peuples-là, c'est qu'en même temps, ils ont connu la domination soviétique, ils veulent pas la reconnaître, ils veulent pas la connaître à nouveau, je veux dire. Ils sont quand même assez hostiles avec les politiques de déplacement de population qu'ils ont subies, hein, parce qu'on se rappelle que Staline a fait des déplacements de population des minorités. Bon, mais là, on remonte aux années 30 et 40, là. Bien sûr, mais c'est quand même des gens qui ont de la mémoire. Ben oui. Ils se sont fait dominer par les Russes et ils sont tournés vers les États-Unis pour se faire protéger de l'influence russe, en tout cas une certaine partie d'entre eux. Et finalement, là, effectivement, ils se retrouvent un peu gros gens comme devant. D'ailleurs, on a un peu une ambiance de guerre froide ces jours-ci à Londres. Ben oui. Avec on se croirait dans un James Bond. Non, tu sais, l'autre là, celui qui écrit des thrillers d'espionnage assez spectaculaires là. Ah oui, pas Creighton. Non. En tout cas, il y a un personnage qui est le personnage de George Smiley là, qui est un. Tu connais pas George Smiley? Ah ben écoute, t'as pas lu les romans d'espionnage britannique. Non. OK. Moi j'ai lu SAS. Ah oui, j'ai lu ça moi aussi. Dans les avions. Oui. OK. Mais bien renseigné, hein? Il était très, très, très bien. Oui, très bien renseigné. Bon. Enfin, Gérard de Villiers. Exactement, Gérard c'est de ça. Villiers. Mais bon, tout ça, c'est... Un homme de gauche. Enfin, bref. Non, certainement pas. Mais tout ça pour dire que l'Angleterre, là, traverse une crise... alerte aux espions russes, là. Oui. Alors là, les dernières nouvelles, c'est que d'abord les deux personnes ont survécu. Elles sont encore vivantes. Mais là, tu prends pour acquis que les gens savent de quoi on parle. Il faut rappeler les faits, Richard. Bon. C'est-à-dire qu'il il y a quelques jours, un ancien espion russe et une personne dont on ignorait sa relation avec l'espion en question. Il semble que c'est sa fille. Mais il semble que ce soit sa fille. Ouais. Ont été victimes d'un malaise. On a d'abord pensé qu'ils étaient morts. Et il semblerait que ils aient survécu, mais qu'ils sont dans une situation quand même grave. Et que aujourd'hui, ils auraient été exposés à une substance, un espèce de poison, là. Ouais. Bon. Fentanyl, je crois, c'est possible. C'est ça. Alors, tout ça... Et cet homme était un ancien espion russe qui était passé à l'Angleterre, mais qui avait dévoilé des noms d'agents russes. Oui, mais en même temps, il avait été libéré par les Russes, il avait été repris par les Russes et libéré à l'occasion d'un échange
Exact. avec les Américains. Et il était rendu en Angleterre. C'est Alors, ça, il avait été condamné à 13 ans de prison en 2006. Et puis, il a été, mais il faut quand même, il avait été gracié par la suite en Russie. Oui. En plus. Alors, les Russes disent, écoutez, là, on n'a rien à voir là-dedans. Là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas. Mais quel est l'intérêt? Qu'est-ce que savait-il aujourd'hui qui pouvait... c'est toute la question. C'est-à-dire, ça sert des intérêts de qui d'éliminer cet homme? Et puis alors, on est vraiment là vraiment dans les intrigues d'espionnage, là, Ouais. alors est-ce que c'est un espion double ou triple, un agent double ou un agent triple? Ouais. Est-ce qu'il y a finalement... Et puis, à ce moment-là, il peut avoir été... on peut avoir tenté de l'éliminer tant d'un côté que de l'autre. Oui, oui, bien sûr. Alors... Mais tout ça pour dire, c'est un symbole de plus qu'on est revenu un peu à une époque qu'on pensait disparue. Ben, je te dirais qu'on cherche à entretenir ce climat-là. Mais en même temps, ce climat-là, tout ça, c'est l'aboutissement de situations qui ont été amorcées avant qu'on apprenne ce qu'on a appris la semaine dernière relativement aux armes russes. Ah oui, ça c'est Et sûr. ça va prendre un an, 2 ans avant de vraiment là, De se faire sentir sur le se terrain. faire sentir. Puis il faut comprendre que les avancées technologiques de ces armements-là, c'est pas rien, là. C'est 20 ans d'avance. OK, pour la Russie. C'est 20 ans que... Et historiquement, quand les Américains étaient dans une situation d'infériorité, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils importaient des cerveaux. Comme ils ont fait pour le programme spatial. Le nucléaire, le programme spatial. Ils ont toujours... Mais là, le problème, c'est que les cerveaux, ils sont en Russie, dans ce domaine-là. Parce que, historiquement, ouais, les peut-être en Chine aussi. Et peut-être en Chine aussi. Ouais. Et puis, c'est pas nécessairement évident d'aller recruter, pour les États-Unis, d'aller recruter des Chinois ou des Russes. Non. Alors, tu sais, il y a des traditions quand même, surtout en Russie, de supériorité exceptionnelle dans les sciences physiques. Oui. Notamment tout ce qui est missiles, balistiques Et c'est ça. Ouais. Et vol spatial même. Ils l'ont démontré en 1957 quand ils ont été les premiers à mettre un satellite en orbite, c'était avec le Sputnik. Bien sûr. Et puis Yuri Gagarin. 1960 ou 61, Gagarin. Ensuite, German Titov, le deuxième. Puis ensuite, il y a eu Valentina Tereshkova, qui était une cosmonaute. Tu sais, imagine, ils avaient... Puis les Américains, ça leur a pris une dizaine d'années avant de se rattraper. Oui. Alors, ils l'ont fait. Oui, oui. Mais à l'époque, ils pouvaient compter sur un bassin de scientifiques qui étaient arrivés à pleine porte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Aux États-Unis. Qui venait d'Europe, hein? Qui venait d'Europe. Werner von Braun, spécialiste. Bon, tout un ça. ancien nazi qui va finalement être le père du programme spatial américain. Ouais. C'est pour vous dire. Ouais. Alors, puis, ils avaient... ils ont été en Allemagne, mais l'Allemagne, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, là, c'est devenu zéro sur le plan scientifique en même temps, dans ces domaines-là. Oui, en même temps, avec une population de 300 millions d'habitants, alors que la Russie, c'est quoi? C'est 120 millions à peu près? Et il y a quand même un bassin démographique. Ils ont quand même... La population russe, c'est 240 millions. La population russe, c'est 240 millions? Ben oui, à peu près. Ah oui, c'est le Japon. Le Japon, 120 millions, j'ai confondu. 200, oui. C'est 200, entre 200. Là, évidemment, depuis qu'il y a eu la fragmentation de l'Union soviétique, là, c'est difficile de savoir exactement. Mais parce qu'à l'époque, à l'époque de l'Union soviétique, c'était pas loin, c'était 340, 350 millions. Alors bon, ils ont perdu. Ah oui, oui, d'accord. Ils ont perdu peut-être 100 millions. Je suis même pas sûr qu'ils aient perdu ça. Légèrement inférieur. Mais en tout cas, c'est plus de 200 millions, c'est certain. D'accord. Alors, plus de 200 millions, mais quand même, les États-Unis possèdent 300 millions de personnes. Est-ce que finalement, je dirais le décalage là entre la démonstration de force qu'on a vue de Vladimir Poutine et la technologie américaine, est-ce que c'est pas plutôt la conséquence, non pas d'un déficit de cerveau, mais bien plutôt de la conséquence du modèle économique qui fait en sorte qu'il y ait des surcoûts? Parce que c'est quand même ça. Des fois, oui. On se pose la question. Lockheed Martin, alors, il y a toutes les compagnies d'armement. Quand tu sais, à un moment donné, là, il faut comprendre que plus tu mets d'argent, plus tu crées de la lourdeur dans un système.
Parce que l'argent, il faut le contrôler. OK? Et puis, l'allocation, l'attribution des sommes, ça devient très complexe. OK? Alors, on perd du temps. Et on a des structures de contrôle extrêmement lourdes. Donc, c'est là que tu comprends que ce que tu as investi en argent, ça n'a pas grand sens. Même que ça perd son sens à un moment donné. Et même que... Si c'est mal investi. Ben c'est nécessairement mal investi à cause de la lourdeur des procédés, et des processus, décisionnels. OK? Alors, tu perds du temps, puis tu perds de l'argent. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'a pas perdu d'argent, c'est Netanyahou. Non, ben lui, là, il en a fait. Mais là, il est rendu vraiment agressé par la police. D'ailleurs, il se plaint là du mauvais traitement qu'on lui inflige. Ah ben oui. Et il est convaincu que la police cherche à débaucher son entourage. Oui, parce que la police israélienne a recommandé de l'inculper pour fraude, pour corruption et abus de confiance. Alors, au cours de la dernière semaine... C'est pas rien, ça. Au cours de la dernière semaine, la police a retourné 2 collaborateurs proches de Netanyahou pour les amener à témoigner contre Netanyahou. Et là, vraiment, les carottes sont cuites là, pour Netanyahou. Alors, la situation dans laquelle il se trouve, c'est d'essayer de paraître le plus gros possible sur la scène internationale. Comme il vient de le faire. Comme il vient de le faire hier à l'EPAC aux États-Unis. Donc, l'American Israel Public Affairs Committee. Public Action Committee. Public Action Affairs, j'ai noté. Oui, c'est PAC. Ouais. OK? C'est un Political Action Committee. Ouais. OK? Donc, tu sais, too big to fail, c'est l'application du principe too big to fail qu'on utilise dans les banques, là, à un particulier qui se trouve, il n'est pas n'importe quel particulier, il se trouve être le chef de l'État, là. Oui, oui. Pas le chef de l'État, mais le premier ministre. Le premier ministre. Bon, le président en Israël, il est plutôt symbolique. Oui, c'est un peu comme un gouverneur général. Voilà. Dans l'équivalent du Alors, Canada. mais la situation est très et il y a des manifestations constantes depuis plusieurs semaines en Israël pour forcer Netanyahou à quitter ses fonctions. Même lors des dernières élections, il y a des analystes qui disaient la rue va chasser Netanyahou, mais finalement, il est repassé au pouvoir, encore une fois, à un système assez complexe, le système israélien. Parce que c'est des alliances. C'est ça, le plus proche d'une proportionnelle pure, donc ça fait en sorte qu'il y a une fragmentation du vote très grande et ça fait en sorte qu'on doit gouverner par coalition, finalement. C'est ça. Ce qui fait qu'il y a des... Et puis, la coalition de pouvoir est très à droite. C'est ça. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que des petits partis marginaux, notamment très à droite de l'échiquier politique en Israël, peuvent finalement exiger d'avoir certains ministères, exiger d'appliquer certaines politiques par rapport à la colonisation en Cisjordanie, d'avoir la ligne dure sur les Palestiniens, ce qui fait en sorte que les gouvernements israéliens, en général, sont plutôt dépendants des marges, des marges radicales. Et là, ce qu'il a fait aux États-Unis, à l'AIPAC, bon, il a fait son spectacle habituel en disant que finalement, l'Iran ne devait jamais avoir accès à l'arme nucléaire. Il félicitait évidemment Trump pour sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et il félicitait également les États-Unis pour leur retrait de l'accord nucléaire avec l'Iran. Parce qu'on se rappelle que Barack Obama... Il pousse pour que les États-Unis se retirent. Oui. Mais les États-Unis ne l'ont pas encore fait. Enfin, les États-Unis, pour le moment, cherchent à obtenir des améliorations à l'accord. Mais disons que Trump a été très brutal sur l'accord. Oui, mais il est brutal, mais c'est son style, tu sais, on le sait, on le vit, nous. Ah oui. Ah, OK. Alors, tu sais, lui, c'est pas compliqué, il dit, tasse-toi. OK. Alors, mais est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Mais quant à Netanyahou, il y a des problèmes. Chose certaine, c'est qu'aujourd'hui, il y a un pays qui a annoncé que lui aussi allait déménager son ambassade, c'est le Guatemala. Oui. Alors, il faut savoir que le Guatemala est un pays entièrement contrôlé et par les États-Unis et par Israël. OK? Alors, c'est pas de la grosse nouvelle. Non, c'est ça,
C'est pas la grosse nouvelle. C'est pas ça qui va lancer un grand mouvement de reconnaissance. Pour Jérusalem. Qui sait, peut-être que si Andrew Scheer prend la tête du Canada, il va reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est ce qu'on a vu, là. C'est sa prise de position récente. Il n'y a pas très longtemps. Et ça nous amène un peu au conflit qui se déroule juste à côté d'Israël, en Syrie. Ouais. Alors là, la situation la semaine dernière, je vous le disais, là, à propos de la Ghouta orientale, et je vous parlais que ça peut-être rappeler aux auditeurs. Ouais, la Ghouta orientale, c'est une petite enclave là, qui se trouve acculée aux montagnes en arrière de Damas. Exact. OK? La capitale syrienne. Un peu à l'ouest de Damas et acculée à une chaîne de montagnes. Et puis, c'est dans les collines, et c'est des ruelles, c'est des entrelacis de rues, et il y a une concentration de terroristes qui se sont installés là, justement parce que c'est des positions qui sont assez difficiles à contrôler, et dans lesquelles il y a des fortes concentrations de population qu'on peut prendre en otage. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, à partir de la Ghouta orientale, il y avait des bombardements constants sur le Damas. Sur Damas. Ouais. Et là, malgré finalement des ententes qui avaient été conclues avec les terroristes en question pour que justement ça ne se produise pas. C'était des zones de désescalade là, qu'on appelait, qui avaient été négociées. Mais il y a des gens qui ont intérêt évidemment à ce que à bloquer l'armée syrienne autour de Damas. Et qui ont multiplié les actions contre Damas à partir de ce territoire-là. Évidemment, à un moment donné, les Russes et puis les Syriens se sont entendus pour nettoyer la Ghouta orientale comme on avait nettoyé l'an dernier Alep. Oui, exact. Et, bon. On se rappelle. Alors, on parle, je vous avais dit, ça peut prendre un mois à peu près que ça se ferait. Ben, écoutez, ça va tellement vite qu'il y a à peu près 40 ou 50% du territoire là qui a été repris et que les terroristes là sont en train d'être éliminés. Il y a encore un cœur dans lequel ils détiennent comme littéralement la population comme bouclier humain. Et ça va être difficile à nettoyer, comme d'ailleurs l'avait été Alep. Exact. L'an dernier. Oui, et là, on peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait une espèce de, je dirais, de campagne anti-syrienne en disant, voilà. Elle est commencée. Elle est commencée déjà, mais ça va s'intensifier. Oui, non, justement, ça lève pas. Mais ça fait longtemps que ça lève pas. Oui. En Syrie, c'est ça. Moi, je me rappelle depuis ça fait longtemps, là. Mais la campagne anti-syrienne, là, elle a pas... elle a pas levé beaucoup. Elle a pas levé beaucoup. On nous annonce, de toute manière, on nous annonce que Bachar al-Assad va quitter le pouvoir chaque 6 mois. Depuis 5 ans. Bon. Et finalement, ça se produit pas. Alors, il y a une raison bien simple, hein. C'est qu'il y a le soutien d'une grande partie de la population. Ça, c'est évident. Ça, c'est ce que les gens comprennent pas, hein, non, c'est ça. C'est une évidence qu'entre Bachar el-Assad et des égorgeurs djihadistes, le choix est vite fait. Et voilà. Alors, on va peut-être terminer rapidement, Richard, parce qu'il est déjà 21h, sur le rapprochement des deux Corées. Ah oui, ça c'est intéressant. En fait, ça a commencé là à l'occasion des Jeux Olympiques, ça a été le prétexte idéal. Vous vous rappelez peut-être d'avoir vu défiler sous la même, sans bannière, mais sous une bannière magique là. Les athlètes des deux Corées. Écoutez, c'était déjà un événement là énorme et au grand désespoir finalement du vice-président américain Mike Pence qui était là puis qui regardait ça puis qui voulait surtout pas que ça devienne autre chose que ça. Ben effectivement, ça va pas mal plus loin que ça et on vient de l'apprendre qu'il va y avoir des négociations là qui vont reprendre entre les deux Corées. Évidemment, cette affaire-là, c'est très habile de la part de Kim Jong-un parce que lui, son intérêt, c'est de dissocier les États-Unis de la Corée du Sud. Oui, mais la Corée du Sud, qui est finalement une espèce d'annexe militaire des États-Unis. Depuis alors, ils ont, la guerre de Corée. Avec l'arrivée du nouveau président, qui est lui ouvert au dialogue avec la Corée du Nord, les Américains ont perdu du terrain. Et puis là, ils sont en train de réaliser que c'est beaucoup de terrain qu'ils sont en train de perdre. Alors, eux
les Américains cherchaient à fomenter, si on veut, la crise en Corée, parce que c'était une façon pour eux de s'implanter en Asie. Puis là, le tapis est en train de leur glisser en dessous des pieds à cause des négociations qu'il y a entre les deux Corées. Il faut s'attendre à ce qu'ils trouvent le moyen d'essayer de perturber ça, d'empêcher ça, en créant des incidents. Parce que, vraiment, s'il devait y avoir un rapprochement véritablement significatif entre les deux Corées, ils perdraient beaucoup d'influence sur la Corée du Sud. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler, Richard, parce que... Les enjeux sont énormes, là. Les enjeux sont énormes parce que finalement, la Corée du Nord a des frontières avec qui? Avec la Chine. Une grande frontière avec la Chine et une petite frontière avec la Russie. Hein, donc, une zone de friction qui va peut-être connaître un point de bascule d'ici les prochaines semaines. Exactement. Alors, on n'est pas... Vous vous rendez compte, là, quand on fait le tour de la situation, des points de bascule, il y en a quelques-uns. Alors, merci beaucoup de votre attention. Avez-vous des questions? Oui, est-ce qu'il y a des questions? Ben oui. Bon, tant mieux. Allons-y. Oui, alors, j'ai plusieurs questions. On a un public en délire, comme dirait Gilles Proulx. Alors, David Messier, qui pose cette question, qu'est-ce que vous pensez de François Asselineau et son parti UPR? Bon, François Asselineau, il faut comprendre que c'est pas n'importe qui. C'est un universitaire de haut niveau qui a occupé des fonctions importantes dans plusieurs gouvernements, sous plusieurs dirigeants français, dans les bureaux de conseillers économiques pour le premier ministre, des choses comme ça. Donc, c'est un haut fonctionnaire également. C'est un haut fonctionnaire, il est vraiment là... quelqu'un de très, très fort calibre. Maintenant, François Asselineau, il est aussi intraitable, et c'est ce qui fait que son parti, l'UPR, n'a pas réussi à aller chercher des appuis autrement qu'un appui, ce qu'on peut appeler un appui d'estime. Oui. Et puis, il ne constitue pas une force majeure et dans la politique française, mais c'est un bonhomme qui est quand même intéressant à suivre parce que le regard qu'il porte sur les événements est extrêmement bien informé. C'est un gars qui en a vu d'autres et qui connaît tous les dessous. Et c'est aussi un gaulliste très, très... Oui, même, parfois on se demande s'il n'est pas plus gaulliste que De Gaulle. Que De Gaulle, oui. Alors, donc, lui, la souveraineté de la France, c'est une idée à laquelle il est très attaché. Oui. Et, mais il a plus le profil, je dirais, du conseiller politique que réellement de chef de parti. Il a d'ailleurs été pendant de longues années. Ben, c'est ça, et ça paraît. Et il est professeur aussi dans une université à Paris, là. Ouais. Il est prof... Non. Oui. Ah oui? Ah oui. Je pensais qu'il était seulement non. aux fonctionnaires. Moi, la critique que j'aurais à faire de M. Asselineau, c'est sur la question migratoire. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à critiquer les politiques d'immigration de l'Union européenne. Il veut pas vraiment parler du sujet. Il refuse d'utiliser le terme grand remplacement. Donc, c'est quelqu'un qui, comme tu viens de le dire, Richard, est très compétent sur toutes les questions européennes. La question des traités européens, on sait d'ailleurs... Sur la question de l'euro aussi, parce que c'est un économiste de formation. Sur la question de l'euro, d'ailleurs, il a un peu été brocardé pour ça, parce qu'il cite sans arrêt les articles des traités européens. Je pense que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à incarner ce qu'il défend, même si, comme tu le dis, il a un discours intéressant sur plusieurs choses. Et puis, écoutez ses conférences, c'est vraiment un plaisir, parce qu'il y a de l'information là-dedans. Oui, ça c'est sûr. Hein? Sur la question de l'Union européenne, c'est évident. Voilà. Après, comme parti politique, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'avenir. Voilà. J'ai une très bonne question ici de Suzanne Derry. C'est quoi exactement un ALENA? Un quoi? Un ALENA? C'est quoi exactement un ALENA? C'est l'accord de libre-échange nord-américain. A-L-E-N-A. Appelé c'est NAFTA en anglais. NAFTA. Si vous voyez North NAFTA, American Free Trade Association. Oui. C'est pas la question, c'est pas la réponse à laquelle elle s'attend quand même, mais j'ai une question ici parce qu'il y a des gens parfois qui sont un peu comment je pourrais dire, ils en ont marre de Justin Trudeau. Alors, voici la question. Quels sont les
conditions et les étapes à suivre pour destituer un premier ministre? Est-ce que c'est possible? Oui, effectivement, il y a une procédure de prévue pour la destitution, mais elle n'a jamais été utilisée. Et comme on vit dans un système politique qui respecte le précédent, comme il n'y a pas de précédent, je suis pas sûr qu'on ne pourrait aller très loin avec ça. Oui, je pense que ça va prendre des événements pas mal plus graves que les déguisements de Justin Trudeau et les déficits qu'il fait. Ouais. Même les incidents diplomatiques en Inde, ça justifie pas ça. Malheureusement, hein, on n'est pas des grands fans de Justin Trudeau. C'est de la bouffonnerie, hein. Complètement. On peut pas accuser, on peut pas destituer quelqu'un pour être un bouffon. Quoique, tu sais, peut-être sur la question de la santé mentale. Mais enfin bref. Oh là. Une autre question. Ouais. Oui, j'ai une question ici d'une dame anglo-italienne. Alors, quel parti a le courage de défendre et de protéger les citoyens du Québec dans les intérêts, les valeurs, la défense et la prospérité du Québec? Oh là là. C'est une bonne question. Ben oui. Ben encore une fois, il faut procéder par élimination. Eh oui. C'est certainement pas le Parti libéral. Non. C'est certainement pas la CAQ. Non. Hein? C'est certainement pas Québec solidaire. Non. Donc il reste. C'est toujours la même chose hein, avec la démocratie. C'est pas le meilleur système qu'on connaisse, mais c'est le moins pire qu'on a. Voilà, exactement. Alors, on voudrait pouvoir être plus enthousiaste dans notre réponse que ça. Oui, on aimerait ça. Mais dans le fond, on est dans cette situation-là, à avoir à choisir le moindre de plusieurs mots. Oui, et surtout que je pense qu'on se retrouve dans une situation où le régime libéral qui est en place est là depuis 2003, que il y a une ambiance de fin de régime. De fin de régime, de collusion, de corruption. D'usure. Oui, d'usure totale du pouvoir, et que moi, c'est ma réflexion politique pour les élections de 2018. Il faut se mobiliser pour chasser les libéraux. Et ça veut dire utiliser une forme d'intelligence politique. Hein. C'est regarder dans son propre comté qui est le plus à même de battre le candidat libéral. Ce qui veut dire que ce qui est vrai dans un comté peut ne pas être vrai dans un autre. Il faut pour ça se politiser. Et c'est ce qui est le plus difficile, hein, finalement, pour la population. Les gens s'intéressent à la politique 2 semaines avant les élections, regardent à moitié le débat, et puis le journal, bon, pour qui il faut voter, on vote là. Dans ce cas-ci, je pense que pour les élections de 2018, pour vraiment qu'il y ait un changement de régime, il va falloir que les Québécois votent de manière intelligente et se politisent eux-mêmes sur ces questions-là. Alors, ça va pas être nécessairement un vote d'amour. Exact. Mais ça va être un vote de raison. Tout à fait. Et puis, la raison, ça se fait en procédant par élimination. Ouais. J'ai toutes les questions. Alors, là-dessus, Alexandre, Richard. et à vous tous, bonne semaine. On vous revient la semaine prochaine. Et puis,